Addiction Rébellion, Société. Garde à l'esprit que la seule façon sûre de ne jamais devenir accro à quelque chose, c'est de ne pas commencer, et que la seule façon sûre de ne jamais replonger, c'est de ne pas recommencer. Cette phrase, nous l'expliquons toujours un peu plus. Salut à toi, c'est Sophie. Aujourd'hui, c'est lundi. Bienvenue dans Addiction Rébellion, un podcast pour tout connaître des addictions, pour t'en libérer et pour les dépasser. Ce podcast est un partage citoyen, un retour d'expérience sur un vécu assez dense, et il ne se substitue en aucun cas à une prise en charge médicale. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir qui sont les addicts. On va voir s'il existe un profil type. Elle est importante cette question parce que si on savait repérer celles et ceux qui sont à risque, on pourrait peut-être faire du repérage et de la sensibilisation précoce. Ou l'addict pourrait peut-être se libérer plus facilement en comprenant quelque chose qui lui échappe. Qui sont ceux qui perdent pied, qui vont trop loin? Et bien avant ça, pourquoi quelqu'un un jour est tenté d'essayer un truc fortement addictogène? On va voir tout ça ensemble. Les chercheurs expliquent que l'addiction, les rechutes et la guérison viennent d'une interaction entre 3 dimensions qui nous rendent plus ou moins sensibles. Ces 3 dimensions rassemblent des facteurs biologiques, psychologiques et environnementaux qui interagissent. On appelle ça le modèle biopsychosocial. Ce modèle montre qu'on ne devient pas addict simplement parce qu'on serait porteur de tel gène ou parce qu'on serait né dans un quartier défavorisé, par exemple. Alors allons voir d'abord du côté des facteurs biologiques. Les spécialistes ont remarqué chez un grand nombre d'addicts des fragilités génétiques et neurobiologiques particulières. Par exemple, on peut hériter génétiquement d'un profil dopaminergique cérébral qui expose à l'addiction, avec un contrôle de l'inhibition plus ou moins efficace, un système de récompense plus ou moins en recherche d'intensité. On peut également hériter génétiquement d'une certaine sensibilité au stress, au plaisir, à l'excitation, à la stimulation. On peut donc être génétiquement plus vulnérable aux addictions. Du côté des facteurs psychologiques qui prédisposent à l'addiction, les addicts présentent souvent une tendance à expérimenter des émotions plus fortes et une plus grande difficulté à les gérer, ou à gérer la frustration. Ils peuvent être plus impulsifs ou rechercher des sensations fortes. Nombre d'addicts présentent des troubles du comportement alimentaire, de la dépression, de l'anxiété, un TDAH, un syndrome de stress post-traumatique, des dérèglements de l'humeur. Ceci nous amène à explorer les facteurs environnementaux, qui englobent la sphère sociale, mais aussi familiale. En effet, les statistiques révèlent que bon nombre d'addicts ont vécu un ou plusieurs événements extrêmement traumatisants dans leur parcours. Viol et abus sexuels, harcèlement scolaire, perte d'un proche, accident ou blessures graves, ce genre de choses. Tous ces traumatismes, pour n'en citer que quelques-uns, peuvent occasionner de lourds syndromes de stress post-traumatique qui s'installent durablement et qui non seulement nous empêchent de fonctionner harmonieusement, mais en plus nous prédisposent aux addictions. Parfois, ces traumatismes sont liés à des dysfonctionnements graves au sein du foyer familial. Ces dysfonctions peuvent être de l'ordre de la violence, inceste, climat incestuel, abus, harcèlement moral, gifles, fessées, coups, tortures, insultes, humiliations, les atteintes au corps, les pressions morales qui peuvent être exercées coercitivement sur l'enfant, sur l'ado et même parfois sur le bébé. Tu sais, le parent qui te tombe dessus pour te remettre dans le droit chemin, pour ton bien. Tu vois ce que je veux dire? Évidemment, j'espère pour toi que tu ne vois pas de quoi je parle. Mais si tu as ça dans ton histoire, ce traumatisme, comme tous les actes de violence, sont hyper fragilisants. Mais la violence n'est pas le seul dysfonctionnement qui peut frapper une famille. La perte d'un proche important est aussi un grand malheur qui peut déséquilibrer véritablement la cellule familiale, quelle que soit la cause de la perte. Maladie, accident, suicide, désertion, abandon du foyer familial, etc. De même que la dépression d'un parent, son absence répétée, physique ou psychique, son incapacité à faire du lien avec toi quelle qu'en soit la cause, le rejet, l'abandon ou le désamour d'une figure parentale, tout ça ce sont des traumas très très lourds. Et ils portent atteinte à ce qu'on appelle le lien d'attachement. Ce genre de passé porte atteinte à notre capacité future à entrer en relation avec autrui de façon confiante et sécure, à choisir les bons compagnons, à nous occuper de nous-mêmes avec respect et bonté, et il nous prédispose à l'addiction. Peu à peu, les drames de notre enfance qui nous laissent vulnérables et mal équipés nous conduisent à faire des choix pas ouf. Faute d'avoir enregistré de bons réflexes et des modèles relationnels sains, nous avons tendance à vivre de nouvelles expériences traumatisantes, et ces nouveaux traumatismes s'ajoutent aux premiers. Un autre facteur environnemental déterminant
concerne la place des addictions dans la sphère familiale première, celle au sein de laquelle le futur addict grandit. As-tu vécu entouré d'addicts ? La réponse est peut-être évidente, mais peut-être pas. Questionne-toi en détail. Parfois, ça saute aux yeux. Personnellement, je suis née dans un foyer avec 2 parents fumeurs qui fumaient en notre présence. Ils ont eu 3 enfants, 3 fumeurs. Chez le père de mes enfants, il n'y avait qu'un parent qui fumait, mais c'était un gros fumeur. Ils ont eu 4 enfants, 3 fumeurs. Et c'est normal. Mes frères et moi avons rencontré les effets du tabac in utero, puis dans la cuisine, dans le salon, dans la voiture. Nous sommes nés et nous avons grandi avec tous les récepteurs dopaminergiques bien paramétrés pour cela. Le jour où nous avons fait notre première expérience en tirant sur une cigarette, nous avons simplement allumé le bouton d'un circuit déjà prêt, voire déjà un peu en marche, tout simplement. Le père de mes enfants et moi, tous 2 fumeurs, nous étions mieux informés que nos parents. Alors nous ne fumions pas à portée de nos enfants, mais dehors ou dans la cave. Contrairement à ma mère, je n'ai pas fumé pendant mes grossesses et mes allaitements. Et bien malgré toutes nos précautions pour les préserver, l'un de nos 2 enfants a fumé du tabac. C'est facile dans mes exemples de faire le lien entre l'addict et son environnement familial, mais ce n'est pas toujours si facile. Personnellement, j'ai mis beaucoup plus de temps à prendre conscience de l'addiction à l'alcool de mes parents et de mon propre schéma de répétition. J'ai pourtant le souvenir que mes parents prenaient l'apéritif tous les soirs quand mon père rentrait du travail, pendant une bonne heure avant de passer à table. C'était pour nous l'heure des jeux ou des devoirs, et nous n'avions pas le droit d'aller les interrompre pendant ce moment qui leur permettait de se raconter les événements de leur journée, de se retrouver, d'échanger et de renforcer leurs liens. Je ne sais pas à quel point l'apéro quotidien était répandu à l'époque dans la vie des adultes, parce que je n'ai pas trouvé de sondage qui interroge cet usage social. Alors je ne sais pas si mes parents étaient les seuls à faire ça. Si tu as connu ça toi aussi et si tu l'as reproduit, tu peux en parler en commentaire, bien sûr. Quoi qu'il en soit, j'ai reproduit exactement le même schéma avec le père de mes enfants. Nous aussi, nous buvions de l'alcool et nous fumions du tabac en papotant après notre journée de travail. Sauf que nous, en plus, nous ajoutions le cannabis. Et j'ai enseigné ce modèle à mes enfants, parce que c'est par imitation que le petit humain apprend. Tout ce que l'enfant apprend naturellement, il l'apprend par imitation. On ne met pas un prof derrière un bébé pour lui apprendre à marcher, à parler, à tenir sa fourchette. Et si l'enfant naît dans une famille où on parle 3 langues, il va parler 3 langues. S'il naît dans une famille où on fume, où on boit l'apéro, où on passe des heures devant des séries, sur son téléphone, si on grignote des chips devant la télé et si on boulotte des biscuits pour faire taire nos ruminations mentales, l'enfant enregistre tout ça dans sa mémoire, au rayon des comportements admis, et même si dans un premier temps il ne consomme pas directement, il apprend dès son plus jeune âge ces comportements comme un modèle qu'il ne lui vient pas à l'idée de remettre en question. C'est pour cela que l'environnement éducatif au sein du foyer est un facteur de répétition fort. Pour en terminer avec la cellule familiale, il faut également tenir compte des éventuels traumatismes portés non pas par l'addict lui-même, mais par ses parents, ses oncles et tantes, ses aïeux en tout genre ou encore ses frères et sœurs. Les traumatismes transgénérationnels, les fracas subis par nos frères et sœurs, les blessures non réparées ou non dites qui hantent l'entourage de l'addict se transmettent. Elles se déportent et glissent d'une génération à l'autre. Aujourd'hui, les professionnels de la santé psychique disposent d'assez de recul pour n'en plus douter. Tous ces traumatismes hérités dans les strates mystérieuses et invisibles de nos profondeurs sont autant de fragilités qui peuvent fissurer la construction d'un soi suffisamment sécure et suffisamment confiant pour nous tenir éloignés des chemins réputés dangereux. Enfin, l'environnement social élargi peut être facteur d'addiction. L'école peut être génératrice d'énormément d'insécurité, de pression, de stress, de troubles de l'estime de soi, de frustration, d'angoisse liée à la compétition ou à la confrontation avec les autres, d'anxiété liée à l'exposition à des violences, le harcèlement scolaire, le danger potentiel des réseaux sociaux. Alors même si pour d'autres, au contraire, l'école peut être un lieu de ressources, je n'accuse personne en bloc. J'ai été prof d'espagnol pendant 10 ans dans des collèges et des lycées, alors je sais quand même un peu de quoi je parle. Mais le système scolaire n'est malheureusement pas équipé pour entourer chaque élève dans sa spécificité. Les cours de récréation ne sont pas seulement des lieux de saine récréation, et pour certains, l'école est une machine à broyer l'estime de soi et la confiance en soi. C'est d'autant plus terrible que ce n'est pas le but. Dès lors, si l'écolier ne trouve pas dans son cercle d'attachement premier un réconfort et une source de renforcement suffisant pour contrebalancer son mal-être à l'école, sa vie devient compliquée, et l'individu insécurisé fait une proie plus vulnérable au mieux-être illusoire que prétendent offrir les produits addictogènes. Et puis, au-delà du système familial et scolaire,
il y a aussi le réseau d'attachements amicaux qui peut être un danger. Les camarades, les potes, les frérots, le groupe social intime et élargi est l'outil marketing le plus sournois qui soit pour promouvoir toutes sortes de pratiques toxiques. C'est rare un cocaïnomane qui a sniffé son tout premier trait à l'âge adulte tout seul chez lui. Les statistiques montrent plutôt un contexte dit festif dans un cadre de polyconsommation, associant alcool, tabac, mais malheureusement aussi trop souvent coke, exta, MDMA, protoxyde d'azote, GHB, poppers, etc. Si je te parle de mon cas, j'ai grandi dans un climat parfois violent, anxiogène, avec des parents anxieux et insécures, addicts à différentes choses. J'ai subi des abus de différentes sortes dès mon plus jeune âge, et ma famille porte de lourds traumas transgénérationnels, dont certains sont restés enfouis dans les marais sinistres du non-dit. C'est exactement la même chose pour le proche que j'ai accompagné. Son tableau est même pire à bien des égards. Le miracle aurait été que nous passions à côté de l'addiction, j'ai envie de dire. Dans son cas comme dans le mien, et comme dans le cas de trop nombreuses personnes, les substances addictogènes se sont très vite ancrées en nous comme des réconforts faciles qui permettaient de nous distraire un temps de l'insupportable. Nous ne pouvions pas comprendre alors qu'en plus d'avoir à supporter un ensemble de tensions internes, que les substances ne calmeraient pas, il nous faudrait en plus assumer le carcan destructeur de l'addiction. Ces facteurs biologiques, psychologiques et environnementaux, séparément ou ensemble, occasionnent de vrais dommages dans la construction de la personnalité. Et on les retrouve chez un très grand nombre d'addicts. Un seul de ces facteurs peut prédisposer une personne à l'addiction, et une combinaison de plusieurs d'entre eux augmente les risques de voir s'installer une ou plusieurs addictions chez une personne qui se développe avec ce genre de cartes dans son jeu de départ. Mais il ne faut pas nécessairement que les facteurs que j'ai cités soient réunis pour fabriquer un addict. Et aucun d'entre eux n'est d'ailleurs nécessaire. Une personne peut devenir addict à quelque chose pour seulement 2 raisons que je n'ai pas mentionnées dans cette liste. La première, c'est que la substance ou le comportement est addictogène. Je vais y revenir. La deuxième raison qui rend addict, c'est l'accès au produit. Si la personne a rencontré tel produit dans sa famille, ou qu'elle y avait accès dans son environnement amical, scolaire, amoureux ou professionnel, elle est bien sûr beaucoup plus à risque que quelqu'un qui vit dans un environnement safe. Pour ma part, mon cercle familial direct, mais aussi mon environnement social, m'ont initié au tabac, à l'alcool, au sucre, à la télé et aux ruminations mentales. Puis j'ai eu accès au cannabis dans le cadre de relations amoureuses, à la télé et aux écrans, dans le cadre de l'immersion sociale. Et heureusement pour moi, ça s'est arrêté là. Parce que si je regarde bien des facteurs auraient pu me conduire à consommer de la coke ou de l'héro. Mais j'ai grandi dans les années 80, et à cette époque, je ne connaissais pas ces substances terriblement nocives et addictogènes dans mon environnement. Je n'en voyais passer ni à l'école, ni dans les bars, ni dans les soirées, qu'à l'époque nous appelions des booms. Il n'y en avait pas. Point. Même le cannabis, je n'en ai pas vu autour de moi quand j'étais jeunette. Nous avions accès au tabac et à l'alcool, au sucre, à la télé, qui n'avait que 6 chaînes maximum. On entendait parler de pauvres gosses qui sniffaient de la colle et qui mouraient dans une affreuse souffrance. Il y avait des problèmes de shopping, de troubles alimentaires, de télé, de sport, de pornographie. C'était le début des jeux vidéo, des sitcoms et des somnifères, mais ça s'arrêtait là. Nous étions quand même beaucoup plus à l'abri qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas d'ordinateur dans tous les foyers. Internet n'avait pas encore quitté le clos de l'armée américaine. Le téléphone cellulaire n'existait pas. Il ne s'agit pas, évidemment, de dire que c'était mieux avant parce que c'est faux, ça n'a rien à voir. Je remarque seulement que j'ai grandi dans un monde où il n'y avait pas encore 300 sortes de desserts sucrés aux rayons frais des supermarchés. Il n'y avait pas de distributeur de pizza chaude 24/7 à chaque coin de rue. Il n'y avait pas tout un marketing pour séduire nos mômes avec des puffs à paillettes qui clignotent, avec des dessins de licornes, des parfums de bonbons ou des jeux vidéo intégrés. On n'addictait pas les plus jeunes au soda goût mojito. Les gamins ne pouvaient pas acheter par carton plein des cartouches de protoxyde d'azote. Nous étions à l'abri de tout ça. Les mômes n'étaient pas encore une cible pour les dealers légaux et illégaux. C'est quasiment le plus gros problème, l'accès. Si personne autour de toi ne t'avait donné accès aux produits dont tu as du mal à décrocher, tu n'aurais pas traversé tout ça, même si tu portes un passé très lourd. L'addiction, finalement, c'est un dérapage du lien. C'est un apprentissage malheureux que l'on fait au contact de quelqu'un d'autre. C'est un « oups » relationnel. L'accès, si tu regardes bien, c'est le pire facteur de tous. S'il n'y a pas de cachet d'exta à portée de main d'un môme, il n'y goûtera pas, point barre. Même s'il trimballe un passé effroyable et qu'il vit dans un environnement qui le prédispose aux addictions, il ne consommera pas ce à quoi il n'a pas accès. Et pour sortir d'une addiction,
couper l'accès est la première chose à faire. Au moins pendant tout le temps du sevrage et les débuts de l'abstinence, jusqu'à ce que ni la vue ni l'odeur ne viennent réveiller quoi que ce soit. Le produit ou le comportement addictogène, on y plonge parce qu'il est à portée de main et on s'en libère en le mettant hors de vue. Mais l'accès à la substance dès le milieu familial n'est pas une condition nécessaire et systématique pour tomber dans l'addiction. Le proche que j'ai accompagné a grandi dans un milieu qui ne consommait ni cocaïne, ni médicaments, ni amphétamines, où personne ne se scarifiait et où il n'y avait pas de problème de dépenses compulsives. Cependant, il a grandi dans une famille de polyaddicts. Il a donc appris inconsciemment que les addictions sont normales et qu'on s'en sert comme tentative de se réguler en cas de stress. Dès lors, l'addict est à risque non seulement de répéter les mêmes addictions que ses parents, mais il peut en développer de nouvelles qui correspondent plus à ce qu'il va trouver dans son époque à lui. Il risque de ne pas avoir le recul pour analyser de façon autonome que certaines pratiques sont des addictions et qu'elles sont anormales ou potentiellement dangereuses, puisqu'il a appris dans son milieu éducatif que les addictions sont parfaitement normales, en tout cas au moins celles de ses parents. Souvent d'ailleurs, il ne pose même pas le mot addiction sur ses pratiques, puisque ses parents non plus ne le posaient pas. Nous transmettons tous des trucs erronés à nos enfants, parce que nous ne savons pas que nous sommes dans l'erreur. Et si personne ne vient montrer ces erreurs à nos enfants, ils la transmettront à leur tour, en toute innocence. Comment pourrait-il en être autrement ? C'est pour cela que je reviens maintenant sur la première raison qui peut rendre une personne addicte, qu'elle ait vécu ou non des traumas, ou grandi dans une famille de polyaddicts. Il s'agit du caractère addictogène des produits et des substances. À la vérité, avec l'accès, c'est le seul facteur nécessaire pour qu'une personne devienne addicte à quelque chose. Les stats montrent qu'une personne peut devenir addicte sans avoir eu des parents addicts. Si tant est qu'on sache réellement bien dépister l'addiction, parce que le déni individuel et collectif augmente significativement le phénomène de sous-diagnostic, bien sûr. Mais une personne peut devenir addicte sans avoir été incestée, giflée ou fessée, sans porter en héritage la dépression d'un parent, le décès d'un très proche, sans avoir connu d'accident ou de maladie grave, et en ayant même grandi dans un environnement aimant et validant. Comment cela se fait-il ? Eh bien parce que les produits et les comportements addictifs sont addictifs. Les produits et les comportements addictogènes sont addictogènes. Tu vas me dire oui, et alors ? Eh bien j'ai parfois l'impression qu'on ne comprend pas très bien ce que ça signifie. Alors ça veut dire quoi, addictif ? Ça veut dire susceptible d'entraîner une addiction en cas de fréquentation répétée. Une substance addictogène, ça veut dire qui crée de l'addiction. Essaie de prendre vraiment quelques instants pour traiter cette information. C'est une information qui semble un peu banale en fait. Elle est du même ordre que le feu, ça brûle. Tu sais que si tu saisis à pleine main une bûche incandescente dans ton poêle, tu vas y laisser une grande partie de ta peau, et peut-être même ta main. Tu le sais parce que tu l'as appris de quelqu'un qui te l'a enseigné. Quand tu apprends l'information que le feu, ça brûle, ce sont les conséquences de cette information que tu mémorises. Tu retiens cette information à cause de ses conséquences potentiellement hyper graves. Il ne faut pas se tenir debout dans un espace vide sous l'orage, il faut regarder avant de traverser la route, il ne faut pas manipuler des appareils électriques en prenant son bain, etc. Ce sont les conséquences que nous mémorisons dans ces informations-là. Eh bien, dans l'information, tel produit ou tel comportement est addictogène, il semble que les conséquences sont mises en doute, malgré leur potentiel hyper grave. Ça vient sûrement du fait que les conséquences les plus graves n'arrivent pas tout de suite, et que bon nombre de gens s'en sortent avant le pire du pire. C'est un peu comme si on te disait « Si tu mets ta main sur une plaque de cuisson brûlante, ça va être trop fun, et normalement un jour tu décideras d'arrêter tout seul d'un seul coup de faire ce truc trop fun. Et si t'as pas de chance, tu continueras, et tu continueras, et tu continueras, ta santé va se dégrader, peu à peu tu vas tout perdre, ton argent, ton sommeil, tes relations, ta santé. Tu vas être hyper malheureux, dépressif, anxieux à un degré où tu commenceras à penser à mettre fin à tes jours, et un jour il faudra t'amputer la main, tellement tu seras brûlé au 3e degré. Alors comme tu ne lis pas l'avenir, tu ne sais pas jusqu'à quel point cette plaque de cuisson brûlante va gâcher ta vie, ni quand ce sera trop tard, mais bon, ça va sûrement bien se passer, alors vas-y, pose ta main, tu verras bien. C'est un peu ça qui est étrange avec les addictions. Elle existe, l'information, touche pas à ça, ça risque de ruiner ta vie, de t'entraîner dans des trucs que tu veux même pas imaginer, et ça peut même te tuer après de longues années de souffrance horrible. Elle existe, cette information. Mais il suffit d'un pote qui dit « Mais non, y a aucun danger, frérot, t'inquiète ». Comme le pote semble encore entier à ce moment-là, et que les autres ont l'air de le faire aussi et d'en être très contents, on se demande si l'avertissement ne serait pas un peu un truc de vieux con, finalement. L'information contenue dans « Un produit addictogène provoque de l'addiction »
signifie que, même si tu n'as aucune prédisposition génétique familiale, psychologique, transgénérationnelle ou environnementale à l'addiction, même si les potes autour de toi qui consomment ont l'air en pleine forme, si tu consommes un produit addictogène, ce produit va te rendre addict. Et tu ne peux pas être certain que tu ne finiras pas par dormir sur un tapis de sol, sur le carrelage des quais du métro. Certains produits sont tellement forts qu'ils te rendent addict en une fois. Et en effet, pour ceux qui sont prédisposés par les facteurs que j'ai cités, ça peut aller très vite et très loin. L'addiction n'a finalement pas tant à voir que ça avec la personne qui consomme. N'importe qui peut devenir addict à quelque chose. Il suffit juste que la personne y ait accès et qu'elle n'ait pas le bon réflexe de penser aux conséquences possibles et de refuser d'essayer. Car c'est le produit addictif qui déclenche l'addiction, pas la personne. Si par malheur la personne se trouve dans un groupe qui consomme, même un tout petit groupe, 2-3 personnes, ça suffit, et que pour une raison X ou Y, elle ne veut pas se démarquer de l'ambiance, ou qu'elle ne veut pas louper ce que les autres partagent, ou qu'elle les croit quand on lui dit « Nah, t'inquiète, y a zéro souci ». Si elle est un peu timide, un peu mal dans sa peau, si elle est un peu curieuse ou un peu casse-cou, si elle veut se prouver des trucs ou prouver des trucs aux autres, si elle est un peu en colère contre ses parents ou contre la société ou n'importe quoi d'autre, il suffit qu'elle essaye. Et dans un certain contexte, produit ultra-dopaminergique, plus colère et anxiété chronique qui s'envolent instantanément grâce au shoot, plus effet de groupe qui tout à coup passe par des émotions de dingue, ben c'est mort, c'est foutu. Le cerveau a appris un truc apparemment magique. Il a déraillé. Et la jeune personne abrite désormais dans son cerveau, sans s'en rendre compte, un chemin de connexion qui vont la motiver à recommencer, et à recommencer, sans cesse, et toujours plus. En plus, cette nouvelle expérience, cette découverte, elle est d'autant plus forte pour le jeune qui teste qu'elle a le goût extraordinaire de l'apprentissage par l'expérience autonome. Mes parents m'ont dit de la merde, consommer ça c'est trop bien. Et mon expérience à moi vient contredire ce qu'ils m'ont raconté. Ils savent pas de quoi ils parlent, ces gros losers. Le caractère addictogène du produit, couplé au bonheur de faire soi-même ses propres découvertes, c'est un piège redoutable qui peut attraper n'importe qui. C'est très démocratique, l'addiction. Un prix Nobel de physique peut devenir addict, tout autant qu'un sans-abri, une notaire, un médecin, un électricien, un boulanger, une prof, un petit garçon, un petit rat de laboratoire au pelage blanc et au museau rose. Tous peuvent devenir addicts s'ils ont accès à un produit qui rend accro. Le problème n'est pas dans les personnes. Le problème, ce sont les produits et les activités addictogènes. Au passage, je te partage une question que je me pose. Les stats montrent qu'une proportion conséquente d'addicts présentent des troubles comme la dépression, l'anxiété, des troubles du comportement alimentaire, des troubles de l'humeur, des troubles du sommeil, une fatigue, une difficulté à gérer les émotions, etc. Mais quand on étudie de près les drogues une par une, et qu'on dresse ensuite un tableau comparatif des effets produits à long terme par les substances et par les activités addictogènes, on s'aperçoit qu'elles provoquent toutes, au bout d'un certain temps d'usage et de répétition, de la dépression, de l'anxiété, des troubles du comportement alimentaire, des troubles de l'humeur, du sommeil, de la fatigue, une difficulté à gérer les émotions, du stress, etc. Coïncidence ? Alors allons un peu plus loin. Quand on devient abstinent, quand le manque et les compulsions disparaissent, on voit s'envoler aussi dépression, anxiété, instabilité de l'humeur et des émotions. On retrouve un bon sommeil et la fatigue disparaît. Alors je m'interroge. Est-ce que ce sont les troubles psy qui prédisposent à l'addiction, comme on semble le penser dans les unités de soins psy? Ou est-ce l'addiction qui cause tous ces troubles? C'est l'œuf qui a fait la poule ou c'est la poule qui a fait l'œuf? Bien sûr que les unités de soins psy sont remplies d'addicts à des substances destructrices. Et que dans le même temps, les unités de soins addictos regorgent de profils présentant des troubles de la personnalité type borderline, état limite, bipolaire, dépressive, à composante sociale, etc. Mais pourquoi les troubles s'atténuent, voire s'éteignent tout à fait, avec l'installation dans le temps de l'abstinence? Est-ce que l'addiction révèle un trouble psy préexistant et qu'elle le fait flamber? Parce que la personne, débordée par son addiction, perd ses capacités à autoréguler le trouble qu'elle portait en elle au départ et qu'elle parvenait à contenir avant? Ou bien est-ce que l'addiction crée ces troubles? À l'instant où je t'en parle, personne ne peut répondre à cette question sur cette planète. Je te laisse méditer là-dessus. Alors voilà qui sont les addicts. Une grande proportion d'entre nous avons vécu des traumas. Nous sommes les fragilisés.
Une grande partie d'entre nous avons grandi dans des familles d'addicts. Nous sommes les préparés, les déjà prêts. Bon nombre d'entre nous avons des personnalités instables, de l'hypersensibilité émotionnelle, une hyperempathie, une difficulté à supporter nos émotions fortes, nos frustrations. Nous sommes les êtres de céramique 1000 fois cassés et recollés. Et certains parmi nous n'ont rien connu de tout ça, mais plongent quand même. Ce sont les attrapés, ceux qui se sont trouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. Ce qui nous réunit toutes et tous, c'est que nous avons par malheur rencontré une substance ou une activité qui nous a rendus addicts. Et si nous n'avons pas pu nous en sortir avant, ce n'est pas parce que nous sommes montés de traviole ou que nous sommes de mauvaises personnes. C'est parce que le produit ou le comportement addictogène fait dérailler nos circuits naturels d'apprentissage et nous empêche ensuite d'accéder aux ressources nécessaires pour nous sortir de là. Si tu n'as rien de lourd dans ton passé, mais que tu es devenu addict à quelque chose et que ça te fait culpabiliser, ou que tu te demandes quel est ton problème, tu peux commencer à changer radicalement de perspective. Ce n'est pas parce que tu es défaillant que tu consommes, c'est parce que la substance que tu consommes t'a fait dérailler. Comme le saphir de la platine qui tombe entre deux sillons du disque vinyle. Au fur et à mesure que le disque de ta vie tourne avec ce saphir au mauvais endroit, le sillon se creuse de plus en plus et tu es de plus en plus addict et de plus en plus malheureux. Mais il suffit de remettre le saphir au bon endroit pour retrouver l'harmonie que tu n'aurais jamais dû perdre. C'est la substance qui fait ton malheur. Ce n'est pas toi. Si tu as un passé chargé des pires traumas, bien sûr que tu en portes les séquelles. Comment pourrait-il en être autrement ? Si nous pouvions facturer à ceux qui nous ont traumatisés ce que ça nous coûte en thérapie d'avoir croisé leur trajectoire, ils feraient sûrement une drôle de tête. Mais ta substance ne peut pas apaiser ton passé. Elle en augmente le poids. Au lieu d'avoir un problème, désormais, tu en as deux. Et quel que soit le contenu de ton passé, aussi lourd soit-il, 95% du mal-être que tu ressens actuellement vient de ton addiction. J'avance ce chiffre à l'intuition et je l'assume. Je dis ça par rapport à ma propre expérience de mes sevrages et de mon abstinence. Quelqu'un a fait ton malheur, certes, mais c'est ta substance qui fait ton malheur actuel. Les conduites addictives te maintiennent dans une inflammation aiguë et constante à cause du balancier dopaminergique qui te fait osciller du manque à la compulsion. Et c'est en devenant abstinent qu'on mesure à quel point l'addiction nous écrasait. Alors voilà pour aujourd'hui. J'ai décidé d'écrire cet épisode le jour où quelqu'un m'a dit « Moi j'ai beaucoup de problèmes à régler avant d'arrêter. Et je sais que j'arrêterai facilement le jour où j'aurai réglé les traumas qui m'ont conduite à consommer. » Je comprends tellement cette logique et cet espoir. Mais à mon sens, c'est une erreur de raisonnement. Et si tu crois ça, tu pourrais bien rester fossilisé dans ton canapé à attendre un déclic. Tu pourrais passer ta vie à essayer de soigner tes blessures. Ce serait somme toute une vie d'addict blessé. Tu consommes avant tout parce que ton produit ou ton comportement est addictogène. C'est la première des raisons. Ce produit te rend addict. Et tant que tu le consommes, ton addiction se renforce. Non seulement il te rend addict et malheureux, mais en plus, il te prive des ressources dont tu as besoin pour soigner tes blessures ou pour démêler ton passé et tes problèmes. Pour ça, tu as besoin d'un peu de paix mentale, d'un peu de douceur, d'un peu de bien-être psychique, et ton addiction t'en prive. Alors commence par t'arrêter en premier. C'est la meilleure manière de commencer à t'occuper de toi si tu as quelque chose d'autre à soigner. Et si tu ne sais pas comment faire pour t'arrêter, va faire un tour sur la playlist Libération de la chaîne. Tu trouveras 15 épisodes qui t'expliqueront tout ce qu'il faut savoir pour te sortir de ton addiction, quelle qu'elle soit. Voilà, cher toi. Dans le prochain épisode, nous verrons quand commence l'addiction. J'espère pouvoir le publier lundi prochain, mais je t'avoue que j'ai été un peu ambitieuse. 1 semaine pour monter un épisode, c'est un peu short en fait. Je fais mes recherches, j'écris l'épisode, je l'enregistre, je traite la piste son, je conçois le métatexte et tout ce qui va avec, ce qui représente entre 20 et 30 heures de travail par épisode. Et 1 semaine, c'est un peu court pour faire tout ça. Surtout que j'ai besoin de laisser les épisodes reposer un peu quand je les ai écrits, pour pouvoir les relire et les améliorer avant de les enregistrer. Alors ça m'oblige à en écrire plusieurs en même temps. Du coup, je vais sans doute devoir espacer un peu pour continuer à te fournir du contenu de qualité sans faire un burn-out. Mets-moi un commentaire si tu comprends. En tout cas, si mes audios te paraissent importants et que tu tiens à m'encourager, pense aussi à booster le podcast en cliquant sur le bouton d'abonnement pour que l'algorithme le repère et le propose à d'autres gens. Et sache que tu peux faire mieux que l'algorithme en diffusant toi-même ce podcast auprès de tes relations, en ligne ou en vrai. Parce que le bon vieux bouche à oreille, en vrai, ça marche toujours. Alors c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast te rend peu à peu de l'espoir et qu'il te reconnecte à tes ressources intérieures. Et je te dis à très vite. D'ici là,
Garde à l'esprit que la seule façon sûre de ne jamais devenir accro à quelque chose, c'est de ne pas commencer, et que la seule façon sûre de ne jamais replonger, c'est de ne pas recommencer. À bientôt. Bye bye.